Imagine cela un instant. Tu te réveilles un jour et tu réalises que tout ce que tu vois, touches, ressens est un mensonge, que le monde que tu connais n'est qu'une ombre projetée sur un mur, et que, toute ta vie, tu n'as été qu'un prisonnier, enchaîné par l'illusion que le réel était ce que tes yeux voyaient. Effrayant, c'est pourtant précisément cette idée qui a changé le cours de l'histoire occidentale, et elle est sortie de l'esprit d'un homme, Platon. Oui, ce nom que tu as peut-être entendu dans un cours ennuyeux de philosophie au lycée, entre une blague du prof et le bourdonnement d'un vieux ventilateur. Mais ce que personne ne t'a peut-être jamais dit, c'est que Platon n'était pas seulement un philosophe. Il était un révolutionnaire de l'invisible, un maître des idées, un bâtisseur de monde, non pas avec des briques, mais avec des pensées. Alors que tout le monde discutait de politique, de guerre, du corps, du commerce ou du plaisir, Platon a eu l'audace de regarder ce que personne ne voyait, ce qui se cache derrière tout. Et cette audace, cette inquiétude profonde, résonne encore aujourd'hui dans tout ce que nous sommes. T'es-tu déjà demandé pourquoi nous croyons aux valeurs? Pourquoi nous parlons de justice, de vérité, de bien commun? Pourquoi existe-t-il l'idée d'âme sœur? Ou encore, pourquoi avons-nous des universités, la science, des débats publics? La réponse, d'une manière ou d'une autre, passe par lui, par Platon. Mais commençons par le début. Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ. La ville vibrait. C'était le berceau de la démocratie, des arts, des grands temples et des tragédies. Mais c'était aussi une scène d'arrogance politique, de guerre, de corruption et d'illusion de pouvoir. Au milieu de tout cela naît un garçon dans une famille noble, riche et influente. Son nom? Aristoclès. Mais comme il avait de larges épaules, au sens littéral, il fut surnommé d'un nom que nous connaissons encore aujourd'hui, Platon. Fils de l'aristocratie athénienne, il avait accès à la meilleure éducation. Il côtoyait des politiciens, des généraux, des poètes. Son destin naturel? Faire carrière dans la vie publique, devenir un homme d'État. Mais alors, quelque chose s'est produit. Platon a rencontré un homme, un type laid, pauvre, pieds nus, qui marchait dans les rues d'Athènes en faisant une chose insupportable, poser des questions. Cet homme s'appelait Socrate, et Socrate n'enseignait pas, il déconstruisait, il n'écrivait pas, il dialoguait, il ne donnait pas de réponse toute faite. Il appuyait là où ça faisait mal. Et il faisait réaliser aux plus orgueilleux qu'ils ne savaient rien. Platon, face à cela, ne s'est pas contenté d'admirer Socrate. Il s'est transformé. Il a abandonné la carrière politique, méprisé les biens matériels. Et il s'est consacré à une seule chose qui avait désormais du sens, la quête de la vérité. Mais ce choix allait lui coûter cher, très cher. Socrate fut jugé, condamné et exécuté pour corruption de la jeunesse et irrespect des dieux de la cité. Platon assista à la mort de l'homme qu'il admirait le plus, et cette blessure ne s'est jamais refermée. Au contraire, elle est devenue flamme. Platon comprit que tant que les hommes s'accrocheraient aux apparences, au prestige, à la rhétorique vide, à la superficialité, la vérité serait toujours en danger. C'est alors qu'il décida de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait jamais existé dans le monde occidental, l'académie. Oui, la première université de l'histoire. Fondée à la périphérie d'Athènes, entourée d'oliviers, Platon ouvrit ses portes à tous ceux qui étaient prêts à penser, profondément, honnêtement, intensément. Là-bas, il ne s'agissait pas simplement d'apprendre. Il s'agissait de remettre la réalité en question. Et c'est là qu'il présenta son idée la plus puissante, la plus audacieuse, la plus radicale, l'idée que ce monde n'est pas le réel. Oui, ce que nous voyons, touchons, ressentons, pour Platon, ce ne sont que des copies imparfaites d'un monde véritable, éternel, invisible, le monde des idées ou des formes. Selon lui, tout ce qui existe ici-bas, un arbre, un cheval, une personne, un triangle, n'est qu'une ombre de la forme parfaite qui existe dans ce plan supérieur. Tu n'as jamais vu la justice avec tes yeux, n'est-ce pas? Et pourtant, tu sais quand quelque chose est injuste. Comment est-ce possible? Parce que pour Platon, ton âme a déjà été en contact avec les idées pures, et vivre, c'est en partie se souvenir. N'est-ce pas l'une des idées les plus belles?
et les plus troublantes que tu aies jamais entendues. Imagine, tout ce que tu crois savoir n'est peut-être qu'un reflet, et ta mission dans cette vie, c'est de te souvenir de qui tu es vraiment. Mais pourquoi Platon croyait-il cela? Simple. Il a vu ce qui arrive quand une société oublie la vérité. Il a vu Athènes condamner l'homme le plus sage de sa génération. Il a vu la démocratie être manipulée par la démagogie. Il a vu la ville s'enfoncer dans les guerres et les discours creux qui masquaient la pourriture. Alors, il a écrit, beaucoup écrit, mais pas comme les autres. Platon a inventé quelque chose de nouveau, le dialogue philosophique écrit. Au lieu de faire des traités froids et dogmatiques, il a créé des conversations. Et dans ces conversations, les célèbres dialogues de Platon, le protagoniste était presque toujours Socrate. Comme si Platon voulait maintenir en vie celui que le monde avait tué. Les thèmes de ces dialogues, tout ce qui compte, la justice, l'amour, la politique, l'âme, l'éducation, la vérité, le désir, le bien, le beau. Mais le plus impressionnant, c'est que ces idées ont traversé 2400 ans. Et elles résonnent encore, elles questionnent encore, elles éclairent encore. Tu sais pourquoi? Parce que Platon ne parlait pas de la Grèce antique, il parlait de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu redoutes, de ce que tu désires et de ce que tu ne comprends pas en toi-même. T'est-il déjà arrivé de te sentir perdu, même quand tu as tout, de te demander « c'est tout ?» d'avoir envie de briser la surface de ta vie et de plonger dans quelque chose de plus profond? Si oui, alors tu as déjà entendu l'appel de Platon, même sans le savoir, et c'est pourquoi il est ici maintenant, avec toi, parlant à ton époque, à ta douleur, à tes choix. Platon ne voulait pas être un maître, il voulait être un miroir, un guide pour te rappeler qui tu peux être, si tu as le courage de penser par toi-même, de remettre le monde en question, de chercher la vérité, même si elle fait peur. Mais attention, la philosophie de Platon n'est pas un escalier vers le ciel. C'est un champ de bataille, un combat contre tes impulsions, contre tes illusions, contre tout ce qui t'enchaîne au mur de la caverne. Et la question qu'il te pose est simple, mais tranchante. Veux-tu vraiment sortir de la caverne? Car la lumière peut t'aveugler. La vérité peut faire mal, mais selon Platon, c'est la seule chose qui libère. Et c'est pour cela qu'il est devenu non seulement un philosophe, mais l'un des piliers de la civilisation occidentale. Tout ce qui est venu ensuite, Aristote, le christianisme, la pensée moderne, les universités, la science, porte son empreinte. Et maintenant, toi aussi. Oui, car à partir de maintenant, tu n'es plus le même. Tu as écouté. Tu as réfléchi, et la pensée est le début de la transformation. Mais que nous enseigne exactement Platon pour la vie de tous les jours? Quelles sont les leçons pratiques que nous pouvons appliquer, non seulement pour comprendre le monde, mais pour y vivre mieux? La réponse se trouve dans la prochaine partie. Et elle commence par l'un des plus grands défis de l'existence, se vaincre soi-même. Car, comme le disait Platon, la première et la plus grande des victoires est de se vaincre soi-même. Être vaincu par soi-même est, de toute chose, la plus honteuse et la plus vile. Es-tu prêt pour ce combat? Alors continue avec nous, car ce qui vient maintenant va bouleverser ce qu'il y a de plus intime en toi. Tu veux changer de vie? Vraiment? Alors arrête de regarder à l'extérieur, arrête de blâmer le monde, le gouvernement, ton patron, tes parents, ton passé. La vraie bataille ne commence pas dehors. Elle commence là-dedans, dans l'endroit le plus difficile à conquérir, toi-même. Platon le disait avec une clarté presque brutale. La première et la plus grande des victoires, c'est de se vaincre soi-même. Être vaincu par soi-même est, de toutes les choses, la plus honteuse et la plus vile. Maintenant, arrête-toi une seconde et réfléchis. Combien de fois as-tu été vaincu par toi-même? Combien de promesses t'es-tu faites pour ensuite les briser? Combien de fois as-tu dit « juste cette fois » et tu y es retourné? Combien de fois as-tu regretté un geste juste après l'avoir commis sous l'impulsion? Oui, cette guerre est silencieuse, invisible, et c'est ce qui la rend si dangereuse.
Se conquérir soi-même n'est pas une jolie idée sortie d'un vieux livre. C'est le plus grand défi de l'existence humaine. Parce que cela signifie faire face à ses faiblesses, sans excuse. Cela signifie regarder ses vices, ses saboteurs internes, ses répétitions autodestructrices et choisir d'arrêter de fuir. Mais comment faire? Sortons de l'abstraction, plongeons dans la vraie vie. Imagine un homme qui fume depuis 20 ans. Il se réveille et allume sa première cigarette avant même de se brosser les dents. Il a essayé d'arrêter plusieurs fois. Il a promis à sa femme, à son enfant, à son médecin. Il a juré que le prochain paquet serait le dernier. Mais il recommence toujours. Il trouve toujours une excuse. Trop de stress. Ce n'est pas le bon moment. Une seule ne va pas me tuer. Cet homme n'est pas vaincu par la cigarette. Il est vaincu par lui-même, ou pense à une femme qui sait qu'elle est dans une relation toxique. Il lui crie dessus, la rabaisse, contrôle ses faits et gestes, détruit son estime de soi. Mais elle reste, parce qu'elle a peur, parce qu'elle pense qu'elle mérite ça, parce qu'elle s'est habituée à la douleur. Elle n'est pas seulement dominée par son compagnon, elle est dominée par ses peurs, ses croyances limitantes, ses prisons intérieures. Et toi, quelle est la chaîne invisible qui te retient? Quelle est l'habitude qui t'entraîne vers le même trou chaque semaine? Quelle est cette voix en toi qui te sabote dès que tu commences à t'élever? Platon a vu tout cela dans sa propre Athènes. Une cité brillante, vibrante, prospère, mais qui s'est perdue dans ses excès. Qui a tué l'homme le plus sage de son époque? Socrate, parce qu'elle n'a pas su dompter son orgueil, sa vanité, son ignorance. Athènes a été vaincue par elle-même. Comme beaucoup d'entre nous le sont, chaque jour, par des impulsions déguisées en plaisir, par des désirs qui nous aveuglent, par des peurs qui paralysent nos choix. Se vaincre soi-même, c'est un appel à la lucidité. C'est avoir le courage de reconnaître que le plaisir immédiat a un prix. Et que ce prix, c'est ta liberté. C'est comprendre qu'il n'existe pas de petite indulgence quand elle devient répétée. Qu'un faux pas répété devient une habitude. Et qu'une habitude devient un destin. Tu veux un exemple banal? Cette personne qui se couche toujours tard parce qu'elle n'arrive pas à lâcher son téléphone. Le lendemain, elle se réveille fatiguée, sans concentration, improductive. Elle se plaint de son travail, de la routine, de la monotonie de sa vie, et le soir, elle recommence. Est-ce un manque de discipline? Oui, mais c'est bien plus que ça. C'est un manque de vigilance intérieure. C'est l'incapacité à résister à l'impulsion. C'est être gouverné par des plaisirs faciles et vides. Et cela, pour Platon, c'était honteux. Parce qu'il n'y a rien de plus humiliant que d'être esclave de soi-même. La grande vérité, c'est que nous vivons à une époque qui glorifie l'inverse. La culture dit « suis ton cœur, fais ce qui te fait plaisir, tu le mérites. Et bien sûr que tu mérites du repos, de l'amour, de la tendresse, du confort. Mais tu mérites aussi la croissance, la dignité, la force. Et ces choses ne viennent pas du plaisir immédiat, elles viennent de la discipline, de l'autocontrôle, de la capacité à dire non quand tout en toi hurle oui. Cela vaut pour les addictions, les relations, l'alimentation, les dettes, la procrastination. Tu veux changer de vie? Alors commence par une question. Qui est aux commandes en toi? Ou plutôt, qui prend les décisions à l'intérieur? Ton désir ou ta raison? Ton toi d'aujourd'hui ou ton toi de demain? Ton enfant apeuré ou ton adulte responsable? Platon voyait l'être humain divisé en 3 parties. Le désir, qui cherche le plaisir, la raison, qui cherche la sagesse, la volonté, qui agit comme médiatrice entre les deux. Quand le désir prend le contrôle, on devient esclave. Quand la raison domine, on devient libre. Mais il ne s'agit pas de tout réprimer. Platon n'était pas un moralisateur austère. Il savait que le désir a de la valeur, l'amour, la passion, l'élan créatif aussi. Mais il nous prévenait, si tu ne domptes pas tes impulsions, elles te dompteront. Et si elles te dominent, qui es-tu vraiment? Combien de tes choix ont vraiment été des choix? Et combien ont été des réactions impulsives, conditionnées, automatiques? As-tu choisi ta routine ou t'a-t-elle été imposée? As-tu choisi tes habitudes
Ou t'es-tu laissé modeler par ta paresse, ton ennui, tes douleurs? Et plus important encore, vis-tu une vie que tu as construite ou une vie qui t'est arrivée? Ces questions font mal, mais ce sont les seules qui libèrent vraiment. Parce qu'on ne peut pas se conquérir sans d'abord se confronter. Et Platon ne cherchait pas à te rendre confortable, il te bousculait, il te provoquait, il voulait que tu te lèves du canapé de l'âme et que tu te mettes à combattre. Combattre le conformisme, les dépendances qui se déguisent en identité, les peurs devenues habitudes, les histoires que tu racontes pour justifier ce que tu n'as pas le courage de changer. C'est difficile? Oui. C'est inconfortable? Énormément. Mais c'est le seul chemin pour vivre avec dignité. Car à quoi bon conquérir le monde si tu ne t'es pas encore conquis toi-même? C'est la question que tout être humain devrait se poser avant de dormir et au réveil. Et Platon ne dit pas cela pour te juger. Il le dit pour te réveiller, parce qu'il croyait en quelque chose de puissant, que chacun de nous porte une étincelle divine, que notre âme est faite de la même matière que les idées éternelles, et que par conséquent, nous pouvons nous élever, mais seulement si nous cessons de ramper derrière des plaisirs creux. Si tu veux vraiment te transformer, tu devras dire beaucoup de non, tu devras renoncer au confort, tu devras contredire ce que tu ressens, au nom de ce que tu sais. Tu devras te regarder dans le miroir et admettre « je suis mon plus grand problème », mais aussi ma solution. Et tu devras répéter cela chaque jour, parce que se conquérir soi-même n'est pas un événement. C'est un processus, une construction, un choix qui se renouvelle à chaque tentation. Et oui, tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas flancher. Mais le secret, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne pas se soumettre à la chute. Parce qu'à chaque fois que tu dis non à ce qui te détruit, tu dis oui à ta force, à ta liberté, à l'être que tu peux et dois devenir. Alors aujourd'hui, face à cet écran, quel sera ton choix? Vas-tu continuer d'être prisonnier de tes impulsions ou vas-tu commencer à te battre? Parce que crois-moi, personne ne fera ça à ta place. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi est en train de se réveiller. Et si elle se réveille, ne la rendors pas. Maintenant, c'est à toi. Respire profondément et fais le premier pas. Petit, peut-être, mais réel, concret, aujourd'hui, maintenant. Et si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, si une phrase t'a percuté, si une idée t'a traversé, ne la garde pas pour toi. Aime, partage. Abonne-toi à la chaîne pour continuer cette aventure. Parce que dans les prochaines parties, nous allons plonger encore plus profondément dans les leçons de Platon et dans la manière dont elles peuvent transformer radicalement ta façon de vivre. Ce n'est pas juste de la philosophie, c'est la survie de l'âme. Et le prochain pas commence, avec ta décision de rester avec nous. À quoi bon se conquérir soi-même si tu es entouré de personnes qui veulent te tirer vers le bas? C'est la question que Platon nous pose, sans prononcer un mot, avec son esprit tranchant et son âme lucide. Car aussi essentiel que de maîtriser ses propres impulsions, c'est d'apprendre à choisir qui tu laisses entrer dans ton monde. Mais y as-tu déjà vraiment réfléchi? As-tu déjà réalisé que peut-être tes plus grandes chutes ne sont pas venues d'ennemis déclarés, mais de ceux qui marchaient à tes côtés? Platon, lui, l'avait compris. Mieux, il l'avait vécu. Il a vu Athènes, cette cité qui se disait la plus sage de la terre, être empoisonnée par de mauvais conseils, des amitiés intéressées et des flatteurs souriants qui ne cherchaient qu'à puiser le pouvoir de ceux qui pensaient autrement. Il a vu le procès de Socrate être tranché non par la raison, mais par la peur, par la pression sociale, par les mauvaises alliances. Et cette leçon, il l'a inscrite dans sa vie et dans l'éternité. Les gens sont comme la terre, ils peuvent te nourrir et t'aider à grandir, ou bien t'étouffer jusqu'à ce que tu fanes et meurs. Dur? Oui, mais nécessaire. Parce que peut-être que tu luttes de toutes tes forces pour changer, et tu ne réalises pas que la force qui te tire vers le bas est assise à ta table le dimanche midi, ou qu'elle vit avec toi, ou qu'elle travaille juste à côté de toi chaque jour. Comment le reconnaître? Arrête-toi. Observe.
Quand tu partages un rêve, une idée, un projet, que reçois-tu en retour? Du soutien ou du sarcasme? De l'encouragement ou du jugement? Est-ce que les gens autour de toi te poussent à devenir meilleur? Ou préfèrent-ils que tu restes exactement là où tu es? As-tu déjà dit « Je veux mieux manger, je veux arrêter l'alcool, je veux créer mon entreprise, je veux étudier la philosophie » et vu les sourires moqueurs, les petites blagues, le silence gêné? Voilà. Beaucoup de gens ne veulent pas te voir évoluer, pas forcément par méchanceté, mais parce que ta croissance met en lumière leur stagnation. Ton changement est un miroir inconfortable, et ceux qui ne veulent pas changer préféreront que tu restes comme tu es. Mais si ce sont des proches, et si c'est la famille, et si c'est quelqu'un que tu aimes, la vérité est rude. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime qu'il te fait du bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un marche à côté de toi qu'il va dans la même direction. Alors il faut choisir. Vas-tu continuer à avoir peur de décevoir les autres ou vas-tu enfin prendre la responsabilité de la vie que tu veux mener? Et voici une vérité que peu de gens osent dire. Tu peux choisir avec qui tu te connectes, même quand tu crois que tu ne peux pas. Oui, mais je ne choisis pas mes collègues de travail. C'est vrai. Mais tu peux choisir ta manière de te relier à eux. Tu peux poser des limites. Tu peux protéger ton énergie. Je ne choisis pas ma famille. Tu ne choisis pas le sang, mais tu choisis la fréquence des contacts, le ton des échanges, les sujets que tu acceptes de discuter. La vérité, c'est que tu n'as pas à garder près de toi ceux qui te rabaissent, te vident ou ne viennent que pour se plaindre, critiquer ou exiger. Tu vois cet ami qui te fait toujours sentir insuffisant, qui se moque de ce que tu aimes, qui rit de tes victoires. Ce n'est pas ton ami. Tu vois cette personne qui n'appelle que quand elle a besoin, qui vient juste pour te déverser ses problèmes, qui ne te demande jamais sincèrement comment tu vas. Elle n'est pas dans ta vie, elle utilise ta présence comme une poubelle émotionnelle. Et c'est ok, tu peux aimer à distance, tu peux respecter sans te soumettre, tu peux être gentil sans être paillasson. Mais alors vient la peur d'être seul, la peur de couper des liens anciens, la peur d'avoir l'air ingrat. Et voici un secret que Platon aurait parfaitement compris. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Surtout si cette compagnie fait obstacle à ton évolution. Car la solitude peut être fertile, mais la relation toxique te pourrit de l'intérieur. As-tu déjà remarqué qu'après avoir parlé à certaines personnes, tu te sens plus léger, plus inspiré, plus fort, et qu'après en avoir vu d'autres, tu te sens vidé, irrité, rétréci? Ce n'est pas un hasard, c'est de l'énergie, c'est de la vibration, c'est de la chimie émotionnelle. Le corps ressent, l'âme sait. Et Platon, lorsqu'il a fondé son académie, choisissait avec soin qui pouvait l'entourer. Parce qu'il savait, la sagesse ne pousse pas dans un sol empoisonné. L'académie était un lieu d'échange élevé, de quête commune de vérité, de respect de la raison. Et c'est ce type d'environnement que tu dois créer autour de toi, même s'il est petit, même s'il n'y a que 2 ou 3 personnes, même si, au début, il n'y a que toi. Parce que la bonne compagnie ne se mesure pas en quantité, mais en profondeur. Maintenant, arrête-toi et réfléchis. Quels sont les 5 noms des personnes avec qui tu passes le plus de temps? Est-ce qu'elles te rapprochent de la personne que tu veux devenir? Ou est-ce qu'elles t'en éloignent? Peut-être qu'il est temps de revoir les invitations, de réorganiser les places autour de ta table émotionnelle. Et si tu trouves ça radical, sache une chose. Il n'y a pas de transformation sans coupe, pas de guérison sans nettoyage. Parfois, pour fleurir, il faut élaguer. Élaguer les amitiés de confort, élaguer les relations sans réciprocité, élaguer les liens basés sur la blessure et non sur l'amour. Ça fait mal? Oui, mais il fait encore plus mal de vivre une vie où tu ne peux pas être toi-même. Il fait encore plus mal de comprimer ton essence pour maintenir la comédie. Et à la fin, la question reste. Tu préfères le confort d'être accepté par ceux qui ne te comprennent pas, ou le courage de grandir, même si cela te rend différent. Es-tu né pour rentrer dans le moule ou pour t'élargir? Platon aurait choisi la seconde option. Et toi, as-tu déjà eu l'impression qu'il te manquait quelque chose? Mais pas un manque physique, un vide à l'intérieur.
une absence que tu ne sais pas nommer, un trou silencieux, une nostalgie sans origine. As-tu déjà croisé quelqu'un, un inconnu dans la rue, et senti que tu le connaissais depuis toujours? Ou es-tu déjà tombé amoureux si intensément, si illogiquement, que c'était comme si ton âme reconnaissait quelque chose que ton corps ne pouvait pas expliquer? Eh bien, Platon n'a pas seulement compris cela, il lui a donné un nom. Et ce nom est ton autre moitié. Mais attends, avant d'imaginer des fleurs, de la musique romantique et des promesses de vivre heureux pour toujours, sache que l'origine de ce concept est bien différente, mythique, tragique et profondément philosophique. Revenons en arrière. Platon est au célèbre banquet d'Athènes, un dîner entre grands penseurs et poètes. Chacun a une mission, faire un discours sur l'amour. Et alors, Aristophane, le père de la comédie grecque, se lève. Mais au lieu de plaisanterie, il raconte une histoire. Une histoire que tu n'oublieras jamais. Selon Aristophane, et Platon l'écrit comme s'il ouvrait une blessure ancestrale, nous, les êtres humains, n'étions pas comme nous sommes aujourd'hui. Au commencement, chaque être humain était complet. Il avait 4 bras, 4 jambes, 2 visages et un seul cœur. Et plus encore, il était rond, sphérique, plein de force. Il se déplaçait en roulant, rapide, puissant, provocateur. Hommes, femmes et êtres androgynes, tous en paire parfaite. Tellement puissant que les dieux commencèrent à se sentir menacés. Alors Zeus, dans sa paranoïa céleste, décida « Coupons-les en deux, pas pour les tuer, mais pour les affaiblir, les séparer, les condamner à une quête infinie, pour quelque chose qu'ils ne savent même pas avoir perdu. Depuis lors, dit le mythe, chacun de nous erre dans le monde à la recherche de ce qui lui manque, essayant de retrouver cette moitié perdue qui nous complétait avant la séparation. Et quand on rencontre quelqu'un qui reflète cela, le cœur s'emballe, le temps ralentit, et tout semble avoir un sens, ne serait-ce qu'un instant. Mais est-ce réel ou est-ce une simple illusion poétique? Soyons honnêtes. Dans un monde où l'amour est devenu un swipe, la connexion un emoji, et le toucher une routine ou un jeu de pouvoir, il est presque impossible de croire à la moitié parfaite. Et pourtant, quelque chose en nous veut encore y croire. Pourquoi? Parce que peut-être que l'idée d'âme sœur ne parle pas de trouver quelqu'un d'idéal, mais de se souvenir que nous sommes incomplets. Et c'est là que Platon frappe le plus fort. L'amour, pour lui, n'est pas une possession. Ce n'est pas avoir quelqu'un. Ce n'est pas combler un manque ou apaiser une solitude. L'amour est l'élan qui nous pousse vers le haut. C'est le désir de réunir ce qui a été séparé, mais pas seulement avec l'autre, avec le monde des idées, avec l'éternité, avec ce que nous sommes vraiment. L'amour, dit Platon, est un pont entre le mortel et le divin, entre le corps et l'âme, entre l'ombre et la lumière. Et c'est pour cela qu'il peut être si dévastateur. Parce qu'aimer, c'est se souvenir, même quelques secondes, de ce que l'on a perdu, de l'unité qu'on ne possède plus, et ça fait mal. As-tu déjà aimé quelqu'un qui semblait fait pour toi, mais ça n'a pas marché? As-tu senti qu'avec cette personne, le monde devenait plus léger, mais que le temps était toujours trop court? As-tu déjà dû laisser partir quelqu'un qui te complétait comme personne d'autre ne l'a jamais fait? Alors tu sais, le véritable amour n'est pas toujours doux. Parfois, il est juste là pour te rappeler ce qui te manque. Et puis, il s'en va. Et voici le retournement que propose Platon. Tu peux passer ta vie à attendre quelqu'un qui te complète. Ou tu peux comprendre que cette quête peut aussi être intérieure. Peut-être que ton autre moitié n'est pas à l'extérieur. Peut-être qu'elle dort en toi. Le courage que tu n'as pas encore utilisé, la créativité que tu as abandonnée, la légèreté que tu as étouffée, les sens que tu as cachés pour entrer dans le moule du monde. Et si ton âme sœur n'était pas une personne? Et si c'était le toi que tu as oublié d'être? La question fait mal, mais elle libère. Parce que s'il est vrai que nous sommes destinés à chercher ce qui nous manque, il est aussi vrai qu'on ne trouve que quand on arrête de faire semblant d'avoir déjà tout. Et c'est pour cela que Platon place l'amour au centre de la vie philosophique. Pas comme quelque chose de romantique, mais comme une force ontologique.
L'amour est mémoire de l'unité. Et celui qui aime vraiment se transforme. Mais alors vient le conflit. Comment savoir si j'ai trouvé mon autre moitié ou si je projette juste mon manque? La réponse est peut-être celle-ci. Quand tu trouves ta vraie moitié, en toi ou dans l'autre, tu ne ressens pas d'anxiété, tu ressens la paix. Tu n'as rien à prouver, rien à conquérir, rien à défendre. Tu te reconnais, comme si quelque chose de très ancien s'était enfin rassemblé, comme si ton âme soupirait de soulagement. Ah, c'était toi. Et cela vaut pour l'amour romantique, les amitiés rares, les rencontres d'âme, et même ces moments avec toi-même, quand enfin tu t'écoutes dans le silence. La vie est faite de ces indices, mais la plupart des gens sont trop occupés pour les remarquer. L'amour, selon Platon, ne crie pas, il chuchote, il ne promet pas, il reste. Et cela demande d'écouter, de ressentir, de briser le bruit extérieur pour entendre ce qui vibre à l'intérieur. Peux-tu t'arrêter une seconde et écouter ton manque, parce que peut-être que c'est lui, ce vide qui t'agite, qui te montre le chemin. Peut-être que l'amour que tu cherches tant n'est pas là pour combler un vide, mais pour réveiller un souvenir. Le souvenir de ce que tu as déjà été et de ce que tu peux encore devenir. Mais attention, ce souvenir a un prix, car une fois que tu as touché le véritable amour, tu ne peux plus te contenter de moins. Tu peux essayer de t'adapter à des relations tièdes, des compliments vides, des échanges pratiques, mais quelque chose en toi saura, ce n'est pas complet. Et alors commence le grand retournement. Tu arrêtes d'accepter des miettes, tu cesses de mendier l'affection, tu refuses de marchander ton essence pour entrer dans le cœur de quelqu'un. Tu commences à chercher ce que Platon cherchait, l'éternel dans l'éphémère. Et alors, l'amour cesse d'être un manque et devient une puissance. Alors je te demande, cherches-tu l'amour pour te compléter ou pour te retrouver? Veux-tu quelqu'un qui te détourne de ta douleur ou quelqu'un qui t'aide à te souvenir de ta vérité? Es-tu prêt à rencontrer ton autre moitié, qui qu'elle soit? Ou es-tu encore prisonnier de répétitions qui ne font que nourrir ton manque? Ce sont des questions auxquelles aucun site de rencontre ne répondra, et que seule la philosophie ose poser. Et c'est pour cela que Platon reste. Parce qu'il a compris qu'aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, c'est se rappeler de soi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un pas que la majorité ne fait jamais. Tu as descendu l'amour de son piédestal de fantasme et l'as placé sur l'autel de la conscience. Mais que se passe-t-il quand l'amour et la vérité se heurtent à la réalité? Quand ceux qui devraient nous guider, politiciens, chefs, autorités, deviennent nos plus grands obstacles? C'est là qu'entre la leçon suivante de Platon. Et elle peut être aussi inconfortable que nécessaire, parce que si tu refuses de participer au jeu, d'autres joueront à ta place, et tu risques d'être gouverné par tes inférieurs. As-tu déjà eu la sensation que quelque chose clochait profondément, mais que tu as préféré te taire? Peut-être que c'était pendant une réunion au travail, une discussion en famille, ou une injustice dans la rue. Tu savais que c'était mal, tu le sentais, mais malgré tout, tu n'as rien dit, parce que tu as cru que ce n'était pas ton affaire, parce que tu t'es dit que quelqu'un d'autre allait faire quelque chose, parce que tu ne voulais pas d'ennui. Et puis, quand tout a mal tourné, cette pensée est apparue. J'aurais pu faire quelque chose. Cette culpabilité silencieuse, ce regret invisible, c'est ce que Platon craignait le plus. Pas dans les petites choses, mais dans les grandes, dans ce qui façonne le monde, dans ce qui décide du destin des peuples. La politique, Athènes, 399 avant Jésus-Christ. Le philosophe le plus influent de la cité, Socrate, est condamné à mort. Son crime, faire réfléchir les gens. En vérité, Socrate dérangeait, il révélait les contradictions, il mettait les doigts sur les plaies et il refusait l'ignorance déguisée en autorité. Le peuple, manipulé par des chefs ambitieux et vexés, a décidé qu'il valait mieux faire taire la voix du philosophe, plutôt que d'écouter des vérités inconfortables. Et là, Platon a compris. Il a compris que le peuple pouvait être séduit, que la démocratie, celle que tout le monde célébrait, pouvait être facilement manipulée, et que le plus grand danger, ce n'était pas les mauvais politiciens, mais les bons citoyens qui choisissent le silence.
Il a alors écrit: la punition de ne pas s'intéresser à la politique, c'est d'être gouverné par des personnes inférieures à soi. Une phrase qui traverse les siècles comme un éclair. Parce que si tu regardes bien, tu verras que nous vivons toujours cette tragédie, au ralenti. T'es-tu déjà senti gouverné par quelqu'un de visiblement incompétent? As-tu déjà vu des décisions absurdes être prises par des dirigeants déconnectés? As-tu remarqué que les postes de pouvoir sont pleins de personnes vides? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Cela arrive parce que les plus capables ont choisi de s'effacer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit: la politique, c'est sale. Je ne veux pas m'en mêler. Ce n'est pas mon domaine. Je préfère me concentrer sur ma vie. Et pendant ce temps, les opportunistes ont pris les commandes. Car là où il y a un vide de vertu, le pouvoir glisse entre les mains des cyniques. Platon voyait la politique comme un engrenage à 3 rouages. Les philosophes qui cherchent la vérité et devraient être gouvernés. Les soldats qui protègent la cité avec courage. Et les travailleurs qui soutiennent la structure par leurs mains. Chaque groupe avec son rôle. Mais un seul, les philosophes, avait selon lui la lucidité pour prendre des décisions justes et sages. Et voici le vrai problème. Tu attends que le monde soit gouverné par des sages, alors que les sages sont silencieux. Mais qui sont les sages aujourd'hui? Pas forcément les universitaires. Ce sont celles et ceux qui ont de l'expérience réelle, de la responsabilité, de l'empathie, une vision critique. Tu en connais peut-être. Tu es peut-être l'un d'eux, et pourtant, tu restes à l'écart. Maintenant, arrête-toi, respire, récapitulons. Platon a vu son maître exécuté à cause de l'ignorance populaire. Il a compris que la démocratie peut être dangereuse sans éducation. Et il a conclu que si les plus conscients s'absentent, les pires prennent le pouvoir. Maintenant, sortons de la théorie. Allons dans le réel. En 2022, une étude de la Harvard Kennedy School a révélé que 72% des jeunes pensent que les politiciens ne représentent pas leurs valeurs. Mais seulement 26% ont déclaré avoir voté aux élections locales. Autrement dit, la majorité est insatisfaite, mais elle ne bouge pas. Un autre chiffre, au Brésil, en 2020, seulement 16% des maires élus avaient moins de 40 ans. Sur 5570 villes, plus de 80% des maires étaient plus âgés et la majorité issue de dynasties politiques ou d'oligarchies locales. Pendant ce temps, des professionnels brillants, professeurs, médecins, ingénieurs, leaders de quartier, restent en retrait, comme si ce n'était pas leur affaire. Et peut-être que tu te dis « mais je suis une personne ordinaire. Que puis-je faire ?» Et c'est là que Platon te saisit par le col et te dit « justement parce que tu es ordinaire, tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Parce que la politique, ce n'est pas que les élections, c'est une posture. C'est participer à la réunion de l'école de ton enfant, c'est voter avec conscience, c'est interpeller les élus, c'est s'impliquer dans un conseil municipal, c'est organiser son quartier. Et oui, parfois, c'est aussi se présenter. Passer de la critique à l'action. As-tu idée du nombre de décisions prises chaque jour par des gens qui n'ont jamais étudié ni l'éthique, ni la philosophie, ni l'économie, ni l'intérêt général? Des gens qui ne pensent qu'à rester en poste? Et maintenant, imagine si, à leur place, il y avait des personnes sincèrement engagées, qui travaillent avec du sens, qui savent écouter, qui ne se vendent pas pour quelques applaudissements. Ça te paraît utopique? Non, c'est juste difficile. Et le difficile fait peur. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est ce qui se passe quand on ne fait rien. Un exemple, en 2016, le gouvernement de Flint, dans le Michigan, États-Unis, a changé la source d'approvisionnement en eau pour faire des économies. L'eau était contaminée au plomb. Des milliers d'enfants ont été intoxiqués. Des maladies sont apparues. Cancer, troubles neurologiques, décès. Les experts savaient. Les citoyens avaient des soupçons. Mais pendant des mois, personne n'a écouté. Tu sais pourquoi? Parce que les décisions ont été prises par des dirigeants incompétents, élus par l'inaction de la majorité. Pendant que les citoyens lucides se tenaient à l'écart de la politique, les cyniques ont pris le volant. Maintenant, arrête-toi encore une fois et réfléchis. Quel est le prix de ton silence?
Quelle est la dernière fois que tu t'es exprimé publiquement sur un sujet important? La dernière fois que tu as participé à un débat local? La dernière fois que tu as fait plus que râler sur les réseaux sociaux? Si tu sens que quelque chose ne va pas dans le monde, sache-le, c'est un appel. C'est le monde qui te dit qu'il a besoin de toi. Et ce n'est peut-être pas pour devenir maire, député ou président. Mais pour être un exemple, là où tu es, un point de lucidité au milieu du chaos, une voix qui sème le doute, l'espoir, la réflexion, car ce ne sont pas les sauveurs qui changent la politique, ce sont les gens ordinaires, mais éveillés, ceux qui ont décidé que se taire n'était plus une option. Et si tu penses que tu n'as aucun pouvoir, écoute ça. Chaque fois que tu choisis de t'informer, chaque fois que tu éduques quelqu'un, chaque fois que tu refuses de répéter des mensonges, chaque fois que tu choisis l'intérêt collectif au lieu de ton confort personnel, tu fais de la politique. Il ne reste qu'une seule question essentielle. De quel côté de l'histoire veux-tu être? Du côté de ceux qui voient et se taisent, ou de ceux qui agissent, même sans garantie? Car l'avenir est façonné par ceux qui osent prendre position, même quand il semble que personne n'écoute. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu ne fais déjà plus partie des indifférents. Tu es éveillé, et maintenant, tu dois choisir quoi faire de cet éveil. Tu veux commander? Alors apprends à obéir. Cette phrase ne vient ni d'un général, ni d'un manuel de dressage. C'est l'un des enseignements les plus tranchants que Platon nous ait laissés, et peut-être l'un des plus négligés. Nous vivons à une époque où tout le monde veut diriger, donner son avis, contrôler, influencer, avoir une voix, mais presque personne ne veut écouter, presque personne ne veut suivre, presque personne ne veut réellement servir. Mais prends un instant et réfléchis avec moi. Comment peux-tu guider quelqu'un sur un chemin que tu n'as jamais parcouru toi-même? Comment peux-tu indiquer une direction que tu refuses toi-même d'emprunter? Platon savait que la véritable autorité ne s'hérite pas, ne s'achète pas, ne s'impose pas. Elle se construit avec humilité, avec du temps, avec de la sueur et surtout avec la disposition d'apprendre avant d'enseigner. Mais qui est prêt à attendre? As-tu déjà remarqué combien de personnes rêvent d'être chef sans même avoir compris ce que cela signifie d'être membre d'une équipe? Elles veulent diriger des entreprises sans savoir ce que c'est que d'être employé. Elles veulent commander sans jamais avoir regardé quelqu'un dans les yeux avec empathie. Et c'est peut-être l'un des grands maux de notre époque, confondre pouvoir et maturité. Mais le pouvoir sans maturité, c'est du poison. Platon le voyait clairement. Dans son académie, il formait les jeunes pendant des années avant de les juger aptes à occuper un quelconque poste de responsabilité, parce qu'il croyait en une idée simple mais révolutionnaire. Celui qui n'est pas un bon serviteur ne sera jamais un bon maître. Être serviteur ici, ce n'est pas être soumis, c'est être disponible, c'est être attentif, c'est apprendre à exécuter des ordres avant d'en donner. C'est développer l'empathie de celui qui connaît le poids des choses. Ferais-tu confiance à un leader qui n'a jamais connu une journée difficile, qui n'a jamais su ce que c'était que de travailler double sans être reconnu, qui n'a jamais goûté à l'injustice ou à la frustration? Eh bien, Platon non plus. Pour lui, le véritable leader est celui qui ne veut pas le pouvoir, mais qui, quand on l'appelle, accepte, parce qu'il ressent un devoir, parce qu'il comprend ce qui est en jeu, parce qu'il sait ce que cela signifie d'être de l'autre côté. Maintenant, regarde le monde autour de toi. Combien de chefs as-tu eu qui ne t'ont jamais écouté? Combien de figures d'autorité as-tu vues échouer par simple manque de sensibilité? Et pire encore, t'es-tu déjà vu à un moment donné reproduire ce même comportement dès que tu as eu un peu de contrôle sur quelque chose? C'est ça le vrai test. Qui deviens-tu quand personne ne te supervise? Quand Platon observait la formation d'un leader, il savait que le plus grand danger, c'était l'ego. Le désir de pouvoir pour le pouvoir, la vanité, l'orgueil déguisé en ambition, la précipitation déguisée en efficacité. C'est pourquoi il défendait que les dirigeants de la cité idéale devaient être des philosophes. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils étaient les seuls capables de ne pas tomber amoureux du trône. Et maintenant,
vient le passage le plus inconfortable. Peut-être essaies-tu de diriger ton équipe, ta maison, ton entreprise, ta vie, sans jamais t'être dirigé toi-même, sans jamais avoir servi quelque chose de plus grand que toi, sans jamais avoir plié ton orgueil pour écouter, apprendre, obéir. Le leadership sans service, c'est de la présomption. Et la présomption coûte cher, elle coûte le respect, elle coûte l'affection, elle coûte la connexion. Tu peux forcer quelqu'un à t'obéir, mais tu ne pourras jamais forcer quelqu'un à t'admirer. Et au fond, ce que nous cherchons tous, c'est ça, le respect véritable. Mais le respect ne se réclame pas. Il se construit dans l'action, dans l'écoute, dans la cohérence. Tu connais quelqu'un qui est un leader et qui inspire sans élever la voix, qui transforme sans se mettre en avant, qui change un lieu par sa simple présence. Parie que cette personne a été serviteur. Elle a déjà dû attendre, dévorer des injustices, observer en silence, comprendre que l'autorité n'est pas centrée sur soi, mais sur les autres. Mais parlons maintenant de toi. Tu veux changer le monde? Tu veux avoir une voix? Tu veux influencer? Alors réponds avec une honnêteté brutale. Es-tu prêt à servir avant de commander? À être apprenti avant de devenir une référence? À construire avant d'afficher? Parce que le monde n'a pas besoin de plus de voix qui crient des ordres. Il a besoin de plus de personnes qui connaissent le poids des responsabilités qu'elles demandent à porter. Tu veux entreprendre? Travaille d'abord pour quelque chose qui n'est pas à toi. Découvre ce que c'est d'être jugé. Apprends à supporter les mauvais chefs. Apprends à comprendre les clients difficiles. Apprends la patience avec les systèmes cassés. Tu veux enseigner? Alors écoute. Apprends à ne pas interrompre, à contenir ton envie de corriger l'autre. Apprends à poser des questions avant de donner des réponses. Tu veux influencer? Alors étudie, raffine ton argumentaire, vis ce que tu prêches. Ne te cache pas derrière des citations toutes faites, parce que ce qui a détruit de nombreuses civilisations, y compris Athènes, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'arrogance, c'est croire qu'on sait déjà tout, c'est ne plus vouloir apprendre, c'est ne vouloir que dominer. Et cette maladie est toujours parmi nous. Ouvre Internet. Tout le monde est expert en tout. Tout le monde veut enseigner ce qu'il n'a pas encore vécu. Tout le monde veut la scène, mais personne ne veut les coulisses. Mais la vraie vie se joue dans les coulisses. C'est là, quand personne ne regarde, qu'un véritable leader est forgé. C'est là que tu tiens bon, même quand tu crois que tu n'en es plus capable. Quand tu te tais pour entendre quelque chose de plus grand. Quand tu t'inclines non pas par faiblesse, mais par respect. C'est là que naît l'autorité qui n'a pas besoin d'être imposée. Elle rayonne. Et peut-être qu'en ce moment, tu te demandes « Mais jusqu'à quand devrais-je attendre mon tour? Jusqu'à quand serai-je seulement un suiveur ?» Et Platon te répondrait avec une sérénité désarmante. « Jusqu'à ce que tu sois prêt à ne pas utiliser le pouvoir à ton avantage. Jusqu'à ce que tu comprennes que diriger, ce n'est pas être au sommet, c'est porter les fondations. » Et voici le point le plus important de tous. Le leadership commence quand personne ne te regarde. Tu fais preuve de leadership quand tu te lèves tôt sans obligation, quand tu choisis de ne pas remettre à plus tard, quand tu respectes ceux qui n'ont rien à t'offrir, quand tu tiens des promesses silencieuses, quand tu fais ce qui doit être fait, même quand c'est dur. Le leadership, c'est être cohérent avec ses propres valeurs. Et cela commence par des choses simples, petites, invisibles. Alors oui, peut-être que tu n'as pas encore de poste, de titre, de micro, mais tu as une vie. Et dans cette vie, chaque jour, tu es appelé à diriger par l'exemple, à influencer par ton caractère, à servir avec humilité. Et si, et quand, ton heure viendra de diriger plus de gens, plus de projets, plus d'impact, tu seras prêt, parce que tu n'auras pas seulement une position, tu auras une posture. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Maintenant, grave cette image en toi. Un général sage, avant la guerre, sert le café à ses soldats. Il connaît chaque visage. Il sait le nom de leurs enfants, il les regarde dans les yeux et quand il lève la main, tous le suivent, non par peur, mais par confiance. C'est ce genre de leader en qui Platon croyait et c'est ce genre d'être humain dont le monde a cruellement besoin.
Mais comment garder cette posture? Comment rester intègre dans un monde qui semble récompenser les plus arrogants, les plus rusés, les plus bruyants? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Car Platon avait une réponse surprenante. Apprends à vivre avec peu et tu seras libre pour de bon. Et si tout ce que tu as passé ta vie à chercher était justement ce qui t'empêche de vivre, ne réponds pas tout de suite. Ressens d'abord. Parce que peut-être, et cette idée peut déranger, peut-être que tu as bâti toute une vie sur une promesse vide. On t'a promis que si tu étudiais, si tu faisais des efforts, si tu travaillais, si tu accumulais, si tu construisais, si tu plaisais, si tu obéissais, alors, un jour, la récompense arriverait. Cette fameuse vie accomplie, ce fameux succès. Mais ce que tu as trouvé, c'est autre chose. L'anxiété, la pression, le bruit, un vide qu'aucun salaire ne comble, une agitation qu'aucun compliment n'apaise. Et c'est là que Platon revient, pas avec la voix des dieux, mais avec le silence des idées éternelles. Il te pose une question, sans parler. Te souviens-tu de qui tu étais, avant que le monde ne te dise qui tu devais être? Parce que c'est bien ça, le cœur de tout. Après avoir tout fait, te conquérir, apprivoiser ta colère, choisir tes relations, chercher un amour vrai, servir avant de commander, te libérer du poids des possessions. Tout converge vers un seul lieu, la liberté intérieure. Cela a toujours été la promesse de la philosophie. Pas de te rendre riche, ni populaire, ni invincible, mais libre. Libre de vivre avec peu, libre d'aimer sans te perdre, libre de diriger sans te corrompre, libre de parler quand tous se taisent, libre d'arrêter de courir après pour commencer à marcher vers l'intérieur. Tu arrives à ressentir ce que cela signifie? C'est cesser d'être un simple reflet du monde, pour devenir une lumière par soi-même. C'est ne plus réagir par réflexe, mais choisir avec conscience. C'est ne plus exister par inertie, mais commencer à vivre par intégrité. Et cette liberté n'est pas dans l'avenir. Elle ne viendra pas quand tout sera en ordre. Elle commence quand tu cesses de négocier avec ta peur. Car c'est cela qui nous enchaîne. La peur de la critique, la peur de décevoir, la peur de ne pas être suffisant, la peur d'être oublié. Mais comme le disait Platon, l'âme qui connaît la vérité ne craint plus l'ombre. Alors la vraie question à la fin de ce voyage n'est pas « Qu'est-ce que je peux encore conquérir ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je dois encore lâcher ?» L'obsession du contrôle, la dépendance affective, la comparaison permanente avec les autres, l'attachement à l'image, la précipitation, le perfectionnisme. Qu'est-ce que tu tiens encore trop fort alors que tu devrais déjà l'avoir laissé partir parce que tout ce que tu ne lâches pas te retient. Et personne ne peut vivre avec légèreté en portant le monde sur ses épaules. Mais voici la beauté de tout cela. Tu n'as plus besoin d'attendre une autorisation. Tu n'as pas besoin que quelqu'un dise que c'est le bon moment. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu as juste besoin de décider. Décider de vivre avec moins, mais avec plus de présence. Décider de parler moins et d'écouter davantage. Décider de ne plus suivre le troupeau, mais de suivre ta propre boussole. Décider que, désormais, tu ne seras plus prisonnier des attentes, mais gardien de ta propre essence. Et c'est ça, la vraie fin. La fin de ce parcours avec Platon n'est pas un point final. C'est un nouveau départ, plus simple, plus calme, plus à toi. Et si tu as écouté jusqu'ici, si tu t'es permis de ressentir tout cela, alors tu as déjà franchi l'étape la plus importante. Tu es en train de t'éveiller. Maintenant, respire, laisse tout se déposer et pense, quelle est la vérité qui t'a le plus dérangé dans ces 7 épisodes? Quelle partie t'a fait mal? Quelle idée tu voulais contredire, mais au fond de toi, tu savais qu'elle te visait? C'est cette blessure qu'il faut soigner. C'est précisément là que commence ta transformation. Et je veux t'inviter maintenant à faire quelque chose de différent. Pas seulement liker la vidéo, ni simplement t'abonner, oui, c'est important. Mais va plus loin. Partage ce contenu avec quelqu'un que tu aimes et qui a besoin d'entendre cela. Écris dans les commentaires ce que tu as décidé de laisser derrière toi après ce parcours. Reviens sur ces vidéos, revois-les, réfléchis, car chaque fois que tu regardes à nouveau, tu es déjà une autre personne.
Et c'est ça la beauté de la philosophie. Elle ne se termine jamais. Elle évolue avec toi. Ici, maintenant, avec toutes les idées nouées entre elles, avec toutes les vérités déposées, je te laisse une dernière image. Imagine un homme, seul, silencieux, sans rien, ni applaudissements, ni possession, ni promesses, mais en paix. Il sourit, non pas parce qu'il a vaincu le monde, mais parce qu'il n'en est plus prisonnier. Cet homme, c'est toi, ou plutôt, ce que tu peux devenir, si tu as le courage de te souvenir. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici, d'avoir ouvert ton esprit, ton cœur, ton temps, d'avoir affronté l'inconfort des questions sans te réfugier dans les réponses faciles. Cette série a été une invitation à la lucidité, et ta présence ici est ce qui a tout rendu vraiment précieux. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons ce chemin avec un autre philosophe, d'autres idées, d'autres façons de penser la vie, sans oublier ce que nous avons éveillé ici. À chaque pas, plus de vérité, plus de clarté, plus de liberté. On se retrouve très bientôt, et d'ici là, n'oublie jamais, rien n'est plus précieux qu'une vie vécue avec intention, et rien n'est plus rare qu'une personne qui s'en souvient chaque jour. À très vite, avec gratitude et avec tout.